Bonjour, docteur Kodjo. Nous Bonjour. avons lu sur les réseaux sociaux votre publication relative à la soutenance de votre mémoire de maîtrise en lettres modernes. Il n'est pas courant que les gens célèbrent un tel anniversaire. À la lecture, nous avons essayé de comprendre la raison d'une telle célébration. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'était passé à cette soutenance il y a 20 ans? Merci madame, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Je suis vraiment confus et surpris que mon expérience ait pu retenir votre attention et que vous soyez venu jusqu'à moi pour prendre mes impressions. Je vous en remercie et je pense que ce que vous faites là, ça permettra aux plus jeunes de comprendre et d'en tirer des leçons. Oui, c'est vrai que j'ai fêté mon anniversaire, 20 ans de soutenance de mémoire, de maîtrise en lettres modernes. C'est vrai que ce n'est pas courant, hein, un tel anniversaire, mais j'ai été marqué par cet anniversaire pour plusieurs raisons. Et vous me donnez l'occasion d'entrer dans les détails parce qu'en fait, sur Internet, j'ai pas donné plus de détails. La vérité, c'est que après mon baccalauréat, je me suis inscrit en lettres modernes. À l'époque, il y avait la possibilité de faire une double inscription. Donc, je me suis inscrit et en lettres modernes et en droit. Et donc, j'ai pris mon inscription en lettres modernes comme étant ma première inscription. Il y a d'autres étudiants qui prenaient le droit comme étant leur première inscription. Donc, j'ai pris mon inscription en lettres modernes comme ma première inscription. Et d'ailleurs, il pouvait pas en être autrement parce qu'en lettres modernes, nous n'étions pas très nombreux. Nous étions 20, 30, maximum 40 par amphi. Donc, chaque enseignant nous connaissait. Chaque enseignant connaissait chacun de nous. Et c'est comme si on était dans une salle de classe. Même au lycée, au collège, les salles de classe n'avaient pas 20 élèves. Mais nous, à l'université, on était 20. Et donc, chaque enseignant connaissait chaque étudiant. On faisait des devoirs sur table, on faisait les compositions, on faisait même des compositions surprises. C'est dire que c'était comme une école. Donc, j'y ai mis tout mon cœur dans ce mémoire en fin de quatrième année. Je voudrais rappeler que j'ai fini la quatrième année en 2002. Donc, en juin 2002, j'avais validé toutes les unités de valeur. À l'époque, on parlait encore d'unités de valeur. Et en lettres modernes, c'était particulièrement corsé parce que parfois, chaque matière constituait une unité de valeur et qu'il fallait tout valider pour passer. Donc, j'avais validé toutes mes unités de valeur en juin 2002 et je me suis lancé dans la rédaction de mon mémoire. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute l'attention qu'il fallait parce que je voulais la meilleure note pour ce mémoire-là. Évidemment, c'était mon premier mémoire, c'était mon premier travail de recherche, j'y ai mis tout mon cœur. Alors, nous sommes arrivés à la soutenance, j'ai été coaché par le professeur Pierre Médéroyon et c'est lui qui a dit, bon, on peut passer à la soutenance. Et il a constitué le jury, présidé par le professeur Adrien Wanou, professeur Adrien Wanou que tout le monde connaît parce que tout le monde a été bercé, enfin les gens de ma génération ont été bercés par les ouvrages qu'il a écrits en littérature. Au secondaire, on voit son nom sur plusieurs ouvrages. Donc le professeur Adrien Wanou et ensuite le professeur Capo Maouillon et lui-même Pierre Médéroyon. Alors, à la soutenance, j'ai fait ma prestation, j'ai essayé de répondre aux questions. Délibération, il faut dire que les incidents ont commencé pendant qu'on échangeait avec les membres du jury. Et c'est principalement le professeur Adrien Wanou qui s'agaçait du fait que j'étais pressé de soutenir. Mais pourquoi vous êtes pressé de soutenir? Vous avez fini seulement et vous êtes pressé de soutenir. Il faut dire également qu'à l'époque, j'étais déjà dans la presse, dans le journalisme, et il y avait une série de points de presse que faisait le ministre Gaston Zossou, porte-parole du gouvernement, un point de presse auquel je participais et je posais des questions.
Et donc, tout le monde regardait l'ORTB à l'époque, hein. Donc, il n'y avait pas autant de télévision. Donc, j'apparaissais de temps en temps à la télévision. Et le professeur Wanou m'a rappelé au cours de cette soutenance, oui, ben attendez, pourquoi vous êtes pressé? Vous voulez aller vous montrer à la télé? C'est pour ça que ça a jeté le malaise déjà dans la salle, dans le public. Il faut dire que mes parents étaient là, mes amis étaient là. Et je salue d'ailleurs les amis d'Igolo qui étaient là en grand nombre, délégation forte dirigée par Tonton, de regretter mémoire, paix à l'âme de Tonton. Donc, il y avait un malaise parce que bon, on sentait que le jury ne m'était pas très favorable. Et délibération, on arrive. Oui, le jury accepte votre travail avec la note de 13 sur 20. Alors là, c'était le premier choc. Et ensuite, parce que le jury essayait de justifier un peu la note, mais parce que votre développement ne correspond pas exactement au libellé de votre sujet. Là, le choc était total. Parce que je me suis dit, mais attends, on est à un examen. Si mon développement ne correspond pas au thème de mon sujet, dites-moi quoi faire pour que ce soit parfait. Mais vous décidez de me sanctionner de cette façon-là. On accepte le travail, on vous donne la note 13, sachant que à l'époque, pour pouvoir s'inscrire en troisième cycle, c'est-à-dire en DEA, il fallait avoir obtenu minimum 14 sur 20 à la soutenance de la maîtrise. Mais bon, on me donne 13. C'était visiblement pour m'empêcher d'aller m'inscrire en DEA. J'ai compris la leçon. J'ai bien compris que fallait pas me laisser continuer mes études. Il fallait pas que je puisse avancer dans les études supérieures. Il fallait me couper à la base. En tout cas, moi, aujourd'hui, je comprends très bien que c'était l'intention. Et c'est ce que j'avais compris à l'époque. Et je pense qu'à l'époque, même pour ceux qui étaient là, il y a certains qui s'en rappellent encore aujourd'hui. J'avais dit, OK, je vous laisse votre département, je ne reviendrai plus jamais en lettres modernes. Bon, il faut préciser que après, ils m'ont fait appel pour venir faire le DEA. Malgré les 13, on m'a dit non, tu peux venir t'inscrire, c'est bon, tu as la capacité, tout le reste. Mon maître de mémoire, c'est lui qui m'a appelé d'ailleurs, que fallait que je puisse m'inscrire en DEA, mais j'ai dit niet, je ne me suis pas inscrit en DEA. Donc voilà l'incident qui s'est passé au cours de cette soutenance. Ça m'a marqué, comme vous le voyez, 20 ans après, je parle de ça comme si ça s'était passé hier. Et j'ai rappelé l'épisode de ma mère, ma pauvre maman qui est venue de Lokossa pour venir me soutenir. Et ma mère qui comprenait pas grand-chose à nos débats universitaires, mais tout ce qu'elle a pu retenir, c'est que on a dit que j'étais passé, j'ai réussi. Mais elle comprenait pas comment, moi, on peut dire que son fils a réussi, mais son fils pleurait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur ce jour-là. J'ai pleuré longtemps. Et mon frère aîné, docteur Maximin Kodjo, était à l'époque enseignant à la FSA. Il était responsable de la bibliothèque de la FSA. Ils appelaient ça BIDOC FSA. Je pense que ça existe toujours. Donc, c'est lui qui dirigeait et il nous avait offert un cadre là-bas pour la collation. Donc, c'est lui finalement qui s'est occupé de notre maman parce que bon, moi je pleurais, la maman ne comprenait pas. Mais mon fils, on a dit que tu as réussi. Mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Ben, elle n'y a rien compris. Et bon, à chaque fois qu'elle me posait la question, ça décuplait encore mes larmes parce que bon, la pauvre, elle comprenait pas. Mais mon frère aîné, lui, comprenait bien l'enjeu et il a passé son temps à calmer ma maman, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Je prie pour le repos de son âme. Merci. Vous êtes aujourd'hui docteur en droit public. Comment vous vous y êtes pris alors? Oui, en fait, je venais tout à l'heure de vous dire que à l'époque, nous étions autorisés à faire des doubles inscriptions. Donc, dès que je suis arrivé sur le campus d'Abomey-Calavi, j'ai fait ma double inscription en lettres modernes et en droit. J'allais dire heureusement d'ailleurs parce que si je n'avais pas cette corde à mon arc, l'objectif qui consistait à arrêter mes études supérieures
au niveau maîtrise en lettres modernes aurait pu avoir été atteint. Mais je remercie Dieu qui m'avait inspiré. Et donc, j'étais en double inscription. Et cette année-là où je soutenais en lettres modernes, j'avais également validé ma 4e année aussi en droit. Et donc, j'étais également en instance de soutenir en droit. Mais je n'avais pas encore entamé les travaux de recherche. Et cette expérience malheureuse en lettres modernes m'a poussé, boosté, et j'ai pu faire mes recherches en droit. Et en droit, j'ai pu soutenir mon mémoire de maîtrise en 2007. Donc, 3 ans après, j'ai pu soutenir mon mémoire de maîtrise et j'ai pu continuer mes études en droit, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu soutenir ma thèse de doctorat en droit en 2018. Voilà comment j'ai pu m'en sortir. Et je voudrais dire simplement que ces choses-là, c'est Dieu qui les prévoit, hein. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'être moderne, le fait d'avoir dit ça a fait que je n'ai pas eu des travaux de correction à faire sur mon mémoire. Donc, j'ai dû déposer mon mémoire très vite. Et à l'époque, il y avait un concours de recrutement à la fonction publique qui avait déjà été lancé avant même ma soutenance. Et j'ai soutenu, je suis allé voir mon maître de mémoire, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois corriger pour déposer mon mémoire? Lui, il me dit, non, il n'y a rien à corriger, dépose ton mémoire en l'état. Donc, j'ai déposé mon mémoire en l'état, j'ai fait aucune correction. Et en une semaine, j'avais mon attestation de maîtrise. Et j'ai pu alors aller déposer mon dossier pour participer au concours de la fonction publique. L'État recrutait à l'époque des élèves professeurs certifiés avec la maîtrise. Ça a été vraiment un concours de circonstances. J'ai déposé mon dossier la veille de la clôture et j'ai pu participer au concours qui s'est déroulé le 31 décembre 2004. On est allé composer le 31 décembre 2004. Donc, c'est dire que c'est Dieu qui avait prévu ça. Parce que si j'avais reçu une meilleure note et pour la soutenance, chaque enseignant allait lire mon travail et s'assurer que j'ai mis ces corrections, j'ai pris en compte ces observations. Et ça aurait pu mettre du temps et mon attestation de maîtrise serait sortie largement après. Je pense que quelque part, c'est Dieu qui organise ces choses-là et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous en voulez encore à ces enseignants? Mais non, pas du tout, pas du tout. Je ne leur ai jamais voulu pour ça. Jamais, jamais, jamais. Je jure sur tout ce que j'ai pu de plus cher. J'ai jamais voulu à quelque enseignant que ce soit. Mais je comprends parce que je comprends. Là, je suis en train de vous parler du professeur Wanou, pour lequel j'ai le plus grand respect, même jusqu'aujourd'hui. Et je suis très ami avec ses enfants et tout le reste. J'ai enseigné aux côtés de son épouse, qui au CEG Bégamin. Je ne lui en veux pas, je n'en veux à personne. Je comprends que notre système éducatif subit des mutations. Et les enseignants de cette époque n'ont donné que le résultat de cette époque-là. Vous savez, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il faut se dire que ces enseignants-là sont un peu plus proches de l'époque coloniale. Rappelez-vous, hein, l'histoire de notre pays, la colonisation, l'enseignement qui a été conçu et mis en œuvre par les colons était un enseignement doctrinal où c'était le citatisme qui était mis en œuvre. Il fallait créer des perroquets, des gens qui répètent très bien ce que le colon voulait. Alors, je pense que les enseignants qui ont été proches de ce système voulaient également avoir des étudiants qui soient à leur hauteur. Moi, je pense honnêtement que c'était de bonne foi. Ils voulaient avoir des étudiants à leur hauteur, des étudiants qui réfléchissent, qui voient le monde comme eux, mais quelque part, je pense que ça n'a pas toujours fonctionné. Il faut rappeler l'histoire de l'Afrique, hein. Même quand nous étudions des auteurs qui ont prôné la décolonisation, quand vous retrouvez les œuvres dans lesquelles on a des auteurs
que nous mettons dans la catégorie de la décolonisation, vous retrouvez des vestiges quand même de la colonisation. Hein. Vous voyez par exemple l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Vous voyez le personnage de la Grande Royale qui dit que cette école où je pousse nos enfants tuera en eux ce que nous avons de plus cher. Donc, elle a conscience que l'école du blanc allait tuer la culture des Africains. C'est vous dire que, et pourtant, elle prônait cette école-là, et on sentait très bien, on voit que le personnage de la Grande Royale est quand même un personnage important dans l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane. Je prends quoi? Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Vous voyez le boy, cet enfant qui est boy du gouverneur et qui a été auteur des frasques du gouverneur. Regardez par exemple l'épisode où le boy a découvert des préservatifs sous le lit du gouverneur parce que la femme du gouverneur l'avait trompé. Alors, quand des Africains mettent ces éléments-là dans leur roman, vous sentez très bien que c'est une déconstruction de la culture africaine au profit de la culture occidentale. Après, quand on a été moulé dans ce système, ce n'est pas simple de s'en sortir. Et donc, je n'ai vraiment rien contre les enseignants. Je pense qu'ils étaient de bonne foi. Maintenant, s'ils n'étaient pas de bonne foi, ce n'est pas à moi d'en juger. Et chacun répondra de ses actes devant l'Éternel. Pensez-vous que ce genre de pratique est complètement disparu dans les universités de notre pays? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça n'a pas complètement disparu, mais je pense que c'est de moins en moins. Et en revanche, il y a d'autres déviations, hein, il y a d'autres déviances hein, qui se sont amplifiées. Maintenant, est-ce que ces déviances se sont amplifiées beaucoup plus aujourd'hui qu'avant? Je ne pense pas non plus parce que l'homme a toujours été pervers. Et c'est la perversité fait partie de l'homme. Et lorsque l'homme a un pouvoir, il en abuse souvent et il va au-delà. Donc, c'est des pratiques, je pense, qui n'ont pas complètement disparu. D'ailleurs, en réaction à ma publication sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des témoignages disant que nous avons plein de jeunes frères aujourd'hui qui sont en instance de soutenance et qui attendent de soutenir depuis 5 ans, depuis 4 ans. Alors, c'est vrai que le contexte n'est plus le même parce que c'est des soutenances de mémoire de licence aujourd'hui et ce n'est pas expressément en lettres modernes, c'est dans d'autres filières aussi. Je pense que ces choses-là, et puis ces choses ne sont pas liées forcément aux enseignants. Je pense que c'est notre système éducatif en général qui a quelques scories, hein, qui laisse quelques scories dans son fonctionnement. Et nous n'allons pas nous arracher les cheveux non plus. Nous allons faire en sorte de limiter les dégâts parce que aujourd'hui, il y a des déviances, vous savez, il y a des déviances sexuelles et tout le reste. Je ne pense pas que ces déviances soient plus fortes aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, ces déviances sont plutôt amplifiées par les réseaux sociaux et par les nouvelles technologies de la communication. Je me rappelle, hein, quand on était étudiant, il y a un enseignant que nous avions surnommé Ananou. Ananou simplement parce que quand venaient les examens en fin d'année, et quand on avait fini de composer, à l'époque, quand on composait sous anonymat, mais on remettait les copies aux enseignants et l'enseignant rentrait chez lui pour corriger les copies. Aujourd'hui, les systèmes ont changé. Hein. Enfin, la FADESP que je connais très bien, aucun enseignant ne rentre avec les copies. On corrige en salle et en commission. Ça diminue un certain nombre de choses. Mais à l'époque, les enseignants prenaient leur lot de copies et rentraient chez eux. Et notre enseignant que nous avons surnommé Ananou, il repérait les copies des dames dont il voulait et il les invitait chez lui et il demandait aux dames Anana, Kabi Anana, ce qui signifie est-ce que tu vas donner ou bien est-ce que tu ne vas pas donner. Et donc, c'est de ton attitude que tu pouvais valider sa matière ou pas, son unité de valeur ou pas. C'est dommage, c'est décourageant, c'est
c'est révoltant. Donc, ces pratiques-là existaient déjà à l'époque. J'espère qu'aujourd'hui, ces pratiques sont en train de diminuer. En tout cas, la législation aujourd'hui est plus forte. Et si un enseignant se laisse prendre aujourd'hui à ce jeu-là, il sera récupéré par les tests de notre République parce que les lois ont évolué et protègent un peu plus la femme et évitent ces déviances. Également, il y a le Conseil national de l'éducation qui fait un travail et qui instaure aujourd'hui le contrôle dans l'enseignement supérieur. Je trouve que c'est remarquable. Les enseignants du supérieur étaient en roue libre et pouvaient se permettre tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, si nous pouvons mettre un minimum de contrôle, ça pourra nous aider à avancer. Donc, je n'en veux à personne. Vous semblez être un peu exigeant vis-à-vis des enseignants. Nous avons cru comprendre que vous aussi, vous avez enseigné et peut-être que vous enseignez toujours au secondaire ou au supérieur. Pensez-vous que vos anciens élèves et étudiants pourraient vous désigner comme un modèle? Je ne pense pas. Enfin, je pense pas. Je ne suis pas un saint. Vous me posez une colle, là. Vous me posez une colle. Et vous me demandez de parler de moi-même et de mes pratiques. Non, non. Non, je ne suis pas un modèle. Non, non, je suis pas un modèle. Je ne suis pas un saint. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, Parce que, vous savez, tout individu dégage quelque chose forcément de bon et quelque chose de mauvais. Donc, en tant qu'individu, je dois avoir des attitudes qui n'est pas plus à des apprenants que j'ai côtoyés. Je reconnais, je ne suis pas parfait. J'ai dû dégoûter certains apprenants, j'ai dû dégoûter d'autres. Maintenant, il y a des gens qui ont aimé aussi. Donc, je pense qu'un individu ne peut pas faire l'unanimité. Alors, quand vous faites l'unanimité dans ces domaines-là, c'est généralement parce que vous êtes médiocre. C'est les médiocres qui font l'unanimité. Et je pense que je ne fais pas du tout l'unanimité. Et aujourd'hui, je croise des anciens élèves et des anciens étudiants qui sont d'ailleurs très, très proches de moi, hein, des enseignants. J'ai des étudiants qui sont aujourd'hui professeurs d'université. J'ai des élèves, des anciens élèves qui sont magistrates, et que je côtoie aujourd'hui dans mon travail. Et donc, et ces gens-là me font un retour agréable. Hein, ils sont toujours contents de me revoir, ils sont toujours contents de prendre mon numéro et on échange. J'en ai même rencontré hier encore au don de sang, et qui est un donneur et qui m'a rappelé qu'il a commencé à donner du sang pendant que je le gardais en classe de seconde. Moi, je pense que ça, c'est des retours positifs, mais il y a également des apprenants qui ne diraient pas du bien de moi. Donc, dans tous les cas, tout le monde ne peut pas être dithyrambique à votre sujet. Je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes, mes zones sombres. Et l'une de mes zones sombres, par exemple, pendant qu'on y est, c'est par exemple, et ça c'est jusqu'aujourd'hui, quand j'entre en classe, aucun étudiant ou aucun élève n'entre après moi. C'est pas possible. Je ne conçois pas que moi, l'enseignant, je puisse rentrer en salle avant l'apprenant. C'est pas possible. Et ça, c'est jusqu'aujourd'hui. Et j'ai bien envie de vous dire que si Dieu me donne le souffle, jusqu'à demain, si j'entre en salle, mais aucun apprenant ne rentrera après moi. Qui enseigne? C'est moi qui enseigne ou bien c'est lui? Et ça, je sais que beaucoup de mes apprenants m'ont détesté pour ça, mais j'ai toujours été rigide là-dessus. J'ai jamais supporté qu'un apprenant rentre après moi. C'est pas possible. Bon, donc je comprends que je ne puisse pas être un modèle, mais je demande à Dieu la grâce de m'améliorer, de me perfectionner. Aujourd'hui, je n'enseigne plus vraiment, mais le milieu où je suis, que Dieu m'accorde la grâce de m'améliorer. Docteur Kodjo, dites, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui subissent encore aujourd'hui la situation que vous avez subie il y a 20 ans, surtout à l'endroit des jeunes filles? Ah, merci, merci beaucoup. Et nous sommes même dans la période décrétée par les Nations Unies de lutte contre toute violence faite aux femmes. Nous sommes dans la quinzaine.
c'est une quinzaine. Alors, je pense que c'est un échec pour notre système éducatif si les travers d'il y a 30 ans, si les travers d'il y a 25 ans, d'il y a 20 ans et subsistent encore. Moi, je pense que c'est un échec. J'avais parlé de scorie, mais je pense que c'est un échec pour notre système éducatif. Je pense qu'on doit rentrer dans un autre état d'esprit. Nous devons avoir un système éducatif qui s'adapte au monde d'aujourd'hui. Et alors, c'est vrai que toute proportion gardée, toute proportion gardée, et on a tendance à jeter la pierre aux enseignants, mais il n'y a pas que les enseignants, il y a le contexte dans lequel le système évolue aujourd'hui. Vous voyez par exemple à l'enseignement supérieur aujourd'hui, nous sommes dans un système de LMD. Mais le système de LMD, lorsque nous l'avons importé, on nous a dit clairement qu'en LMD, on ne doit pas avoir plus de 50 étudiants en salle. On ne doit pas avoir plus de 60 étudiants en salle. Mais si aujourd'hui, en LMD, dans le système LMD, on a encore 1000 étudiants dans les amphithéâtres. On a plus de 1000 étudiants dans les amphithéâtres. Alors, l'un dans l'autre, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Moi, je pense également que nous devons améliorer les politiques publiques et notre pays est sur la voie en donnant ce pouvoir au Conseil national de l'éducation qui fait un travail formidable pour revoir les curricula, pour revoir les conditions d'exercice et pour revoir l'enseignement en général. Et donc, si aujourd'hui, j'ai des jeunes qui subissent ces choses-là, je voudrais simplement leur dire, s'il vous plaît, prenez votre courage à deux mains, évoluez, ayez un objectif à atteindre et donnez-vous les chances d'atteindre cet objectif. Et les chances pour atteindre son objectif dans la vie, c'est juste la rigueur que l'on s'impose à soi-même. Il faut s'imposer une rigueur et ne jamais être complaisant vis-à-vis de soi-même. Aimé Césaire dit, dans la tragédie du roi Christophe, Aimé Césaire a dit, j'en demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. C'est-à-dire que lui-même étant nègre, il estime que les nègres, comme lui, ne faisaient pas assez. J'en demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. Je voudrais que tous les jeunes aujourd'hui puissent intégrer cette citation-là d'Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. J'en demande trop aux autres, mais pas assez à moi-même. Chacun de nous doit s'imposer une force de caractère, doit s'imposer une autodiscipline, sans complaisance. Quand j'ai décidé de me lever tous les matins à 5 heures pour apprendre mes leçons, le jour où je suis fatigué, il faut que j'y aille. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça aussi c'est l'un de mes défauts. Vous avez des apprenants qui arrivent et qui disent qu'il pleuvait, c'est pour ça qu'ils sont en retard. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas vous accepter. La pluie ne peut pas être une excuse. Il faut s'imposer les rigueurs qu'il faut pour avancer. Sinon, vous allez laisser les autres couper votre trajectoire et après vous allez passer votre vie à pleurer en disant que c'est les autres, c'est les autres. Maintenant, pour les jeunes filles, aujourd'hui, je voudrais dire à toutes les jeunes filles qui pourront tomber sur cette vidéo, qui pourront me regarder, qu'aujourd'hui, la situation a changé au Bénin. Les lois au Bénin protègent la jeune fille, protègent la femme, s'il vous plaît. Ne vous laissez plus abuser par personne. Maintenant, si vous-même, vous êtes à la recherche du gain facile, vous êtes à la recherche des facilités, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Mais si c'est quelqu'un qui va s'opposer, qui veut faire, s'il vous plaît, pas de problème, réagissez très vite. Nous avons des structures aujourd'hui comme l'Institut national de la femme qui assure votre protection. Le Bénin est en train de protéger la femme, le Bénin est en train de protéger l'enfant, le Bénin est en train de protéger la jeune fille. S'il vous plaît, ne vous laissez plus abuser. Mais si vous-même vous voulez la facilité, c'est autre chose. Sinon, on avance et on atteint ses objectifs.